Docteur Lang, je suis d'accord. Donc, je reprends le partage d'écran pour la suite du film. Ou long, le salarié ou l'employeur peuvent contacter le service de santé au travail, le service social de la CARSAT, l'AGFIP ou Cap Emploi, qui travaillent en réseau pour contribuer au maintien dans l'emploi. Avec l'employeur et le salarié, ils construisent une solution adaptée, qui peut être le maintien au poste de travail avec des aménagements organisationnels ou techniques, horaires adaptés ou ergonomie du poste par exemple, le reclassement sur un nouveau poste, la reconversion professionnelle ou la création d'entreprises. En fonction de la solution retenue, diverses aides humaines, techniques et financières peuvent être mises en place. Le service de santé au travail propose un accompagnement pluridisciplinaire. Le médecin du travail évalue les capacités fonctionnelles du salarié au regard des exigences du poste et des conditions de travail. En collaboration avec son équipe, composée d'ergonomes, de psychologues, d'infirmières et d'assistantes sociales du travail notamment, il préconise des adaptations de la situation de travail, recommande un accompagnement socio-professionnel et oriente vers des partenaires. Voilà, donc c'est le moment de passer la parole au docteur Véronique Roll, donc médecin du travail, pour quelques précisions. Alors, bonsoir, donc je suis médecin du travail à Chartres. Donc, voilà, pour vous, médecins traitants, ce qui me paraît important, c'est que lorsque vous repérez un salarié en difficulté par rapport à son poste de travail, que ce soit une difficulté physique ou mentale, il est important de l'orienter rapidement vers le médecin du travail afin que celui-ci puisse évaluer la situation et mettre en place les actions de maintien dans l'emploi. Alors, si le salarié est en arrêt de travail, il pourra demander une visite de pré-reprise et vous aussi, vous pouvez la demander pour lui. Et s'il est en poste, le salarié peut toujours demander une visite occasionnelle à sa demande. Si le salarié ne connaît pas le nom de son médecin du travail, il peut s'adresser au service social de Sistel qui pourra lui donner les coordonnées. Le médecin du travail anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'infirmières, d'ergonomes, de psychologues, d'ingénieurs chimistes et de préventeurs généralistes. Et il nous manquait un psychologue au sein de cette équipe qui va être recruté très prochainement. On espère que début 2021, il soit présent à Sistel et nous apporte son soutien dans nos actions. Donc, le médecin du travail, par cette visite, cela lui permet d'évaluer la situation et de mettre en place des actions de maintien dans l'emploi. Ça, c'est très important. Et il est important pour vous, de votre part, médecin traitant, de ne pas anticiper la décision du médecin du travail, qui est le seul à avoir la connaissance de l'entreprise et peut s'entretenir avec l'employeur sur les possibles actions de maintien dans l'emploi, aménagement, reclassement ou reconversion professionnelle. Et il ne faut pas d'emblée parler à votre patient d'une inaptitude, parce que l'inaptitude, c'est la dernière solution pour le médecin du travail. Sa mission première, c'est de mettre en place toutes les actions possibles de maintien dans l'emploi avec les différents partenaires. Voilà. Voilà, merci pour ces précisions. Donc, de la même manière, si vous avez des questions à poser à Madame Roll, c'est le moment. À vous, prenez la parole si vous le souhaitez. Alors, question de mon interne. La visite de pré-reprise, on peut la demander au bout de combien de temps? Il n'y a pas vraiment de moment. C'est si vous sentez que la problématique du patient va avoir des conséquences sur son poste de travail, eh ben, il faut la demander. On fait une demande, on peut faire par mail, il y a une boîte sécurisée comme la Sécu?
En fait, il faut faire la demande. Alors, si c'est le médecin traitant, il faut faire la demande de… je ne sais pas si vous passez par le portail ou il faut faire la demande directement auprès de la secrétaire. Relation adhérent. Le système. Oui. C'est-à-dire que la visite de pré-reprise, vous, médecin traitant, vous pouvez la demander. Ouais. Alors, soit vous la demandez, soit vous faites un courrier. Le courrier, on le remet au patient, puis c'est lui, le patient, qui vous rappelle. Voilà. Alors, il faut être sûr que le patient va demander la visite de pré-reprise. Que souvent, vous leur remettez le courrier et puis eux, ils ne la demandent pas. C'est comme ça que si on couple avec la boîte d'Amélie Pro, donc il aura été invité par la Sécurité sociale, et je pense que là, peut-être que ça le stimulait à se mettre en rapport avec sa médecine du travail, non? Alors, quand c'est le médecin conseil qui demande la visite de pré-reprise, on reçoit un courrier directement du médecin conseil et à ce moment-là, on appelle le salarié pour lui fixer rendez-vous. Ouais. Est-ce que la visite de pré-reprise, elle est obligatoire à partir de 1 mois d'arrêt? C'est ce que j'avais compris. Alors, là, mon interne pose la question de savoir si la visite de pré-reprise est obligatoire après 1 mois d'arrêt maladie. Non, elle n'est pas obligatoire. Elle est vivement recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Il me semble, c'est sous réserve de Sophia Teixeira, il me semble que c'est 3 mois. La visite de pré-reprise, oui, nous, on a notion de 3 mois. Maintenant, je pense que vous confondez avec la visite de reprise. Je crois que la visite de reprise après 1 mois d'arrêt, et au moment où il y a une reprise, je crois que la visite de reprise est obligatoire, si je ne me trompe pas. Voilà, 30 jours d'arrêt de travail égale visite de reprise. Voilà. La visite de pré-reprise. Tu vas avoir un coup de règle, toi. Il faut bien comprendre, c'est que l'arrêt maladie, le service de santé au travail n'est pas destinataire automatique de l'arrêt maladie. Voilà. C'est surtout dans le cas d'accident de travail. Même en cas d'accident. Non. Si le salarié a une pathologie chronique et que vous sentez que ça a un retentissement et que c'est difficile pour lui de tenir son poste, eh ben, il faut lui conseiller de voir le médecin, d'en parler au médecin du travail, parce que le médecin du travail peut, par sa connaissance de l'entreprise et par son lien avec l'employeur, mettre en place des actions de maintien dans l'emploi. Et plus on va les mettre tôt, plus on maintiendra le salarié en emploi. D'accord. Je peux prendre peut-être l'exemple, si je peux me permettre, d'un aménagement de poste où il faudrait aménager concrètement le poste. Ça va prendre du temps entre l'étude du poste ergonomique, après les fournitures à commander, etc. Tout ça, c'est beaucoup de délais qui nécessitent effectivement que l'assuré soit vu relativement tôt pour qu'il y ait vraiment cette pré-étude qui se fasse et que ça laisse le temps entre la visite de pré-reprise et la visite de reprise à ce que l'arrêt ne dure pas pour des raisons finalement d'aménagement de poste. Vous voyez, si je me fais comprendre. Voilà, ça permet de préparer le retour du salarié, et y compris de préparer ses collègues qui vont l'accueillir. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Je voudrais savoir si tous les employeurs savent que cette visite de pré-reprise existe, car j'ai eu des refus, en fait. On disait aux salariés, non, vous revenez d'abord et après, vous verrez le médecin du travail. Alors ça, c'est la confusion avec la visite. Très mal, j'ai l'impression, au niveau employeur, au niveau des salariés, que les informations ne tournent pas très clairement, j'ai l'impression. Ah ben ça, c'est sûr. Alors, la visite de pré-reprise, elle se fait pendant l'arrêt de travail et l'employeur n'est pas obligé, n'est même pas… C'est-à-dire que le médecin du travail ne pourra prendre contact avec l'employeur que s'il a l'accord du salarié. Donc, l'employeur n'est pas forcément au courant de cette visite de pré-reprise. D'accord. Je pense que les salariés ne le savent pas, ça, parce qu'ils sont persuadés que ça passe par l'employeur pour avoir un rendez-vous chez le médecin du travail. Non, ça, c'est la visite de reprise. Oui, mais la visite de reprise, le médecin du travail, il a 8 jours pour faire la visite de reprise. Ok. Effectivement, les salariés ne le savent que trop peu. On essaie de diffuser l'information et tant que les salariés sont en activité,
ils sont assez peu attentifs à une information sur quelque chose auquel ils pourraient avoir recours pendant leur arrêt. Par contre, une fois qu'ils sont en arrêt, nous, au niveau du service de santé au travail, on peut pas, en théorie, on ne peut pas s'adresser à eux pour leur donner une information. Et en plus, on n'a pas l'information selon laquelle ils sont en arrêt. Donc, on essaie d'informer des employeurs aussi, mais eux, de la même manière, ils n'ont pas trop recours à contacter des salariés. C'est pour ça qu'on essaie de passer par l'information et par vous aujourd'hui pour que vous puissiez dire aux salariés, ne passez pas par votre employeur, adressez-vous directement au service de santé au travail pour demander cette visite de pré-reprise. Et après, quand le salarié n'est pas en arrêt de travail, vous pouvez toujours lui conseiller de demander une visite occasionnelle. Donc ça, c'est par exemple, s'il y a des arrêts répétés de 2-3 jours qui se répètent parce que le patient est en difficulté par rapport à son poste de travail, et ben, vous pouvez lui conseiller de prendre rendez-vous auprès de son médecin du travail. Moi, j'ai l'impression que les patients ont des difficultés à prendre rendez-vous avec le médecin du travail parce qu'ils pensent qu'il y a une connivence entre le médecin du travail et l'employeur qui ne va pas forcément en leur faveur. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que le médecin du travail, d'abord, il est lié au secret professionnel et ensuite, on est neutre. On n'est pas ni pro-employeur ni pro-salarié. On essaye d'être juste dans nos études de poste. OK. Quand même un petit peu plus loin, il y a quelquefois plus d'informations données aux salariés qu'à l'employeur parce que, comme on disait tout à l'heure, la visite de pré-reprise, par exemple, si le salarié ne souhaite pas que l'employeur soit informé, il n'a pas connaissance de la tenue de la visite. Nous sommes particulièrement vigilants au niveau de notre système informatique, par exemple, pour que dans les bilans d'activité, ça n'apparaisse pas. Occasionnel à la demande du salarié, c'est pareil. L'employeur, si le salarié ne le souhaite pas, c'est fait en dehors de ses heures de travail, dans nos locaux, de manière à ce que l'employeur n'ait aucune information. Tant que le salarié ne donne pas son feu vert, aucune information ne remonte à l'employeur. Par contre, c'est vrai que s'il y a besoin d'un aménagement de poste ou de faire quelque chose dans l'entreprise, là, il va falloir solliciter l'employeur, mais avec l'accord du salarié. Mais la confidentialité est absolument garantie, sans aucun doute là-dessus. Vous voyez, dans le cas d'une situation conflictuelle où le salarié ne veut pas que l'employeur soit au courant, le médecin du travail, il peut aller dans l'entreprise pour d'autres raisons. On a des documents qu'on doit, je pense en particulier à la fiche d'entreprise. Bon, on peut aller sous prétexte d'une mise à jour de fiche d'entreprise, aller prendre un petit peu la température de ce qui se passe. D'accord. Voilà, je vous propose de repartir sur l'animation pour voir le chapitre suivant. Voilà, et l'interruption d'après sera pour le service social de la CARSAT. Le service social de la CARSAT propose un accompagnement psychosocial. Il informe la personne sur ses droits en matière d'indemnisation et de soins, l'accompagne dans ses démarches administratives et l'aide à comprendre et accepter sa situation. En cas de reclassement, il peut aussi l'aider à accéder à un bilan de compétences ou à une formation, y compris pendant l'arrêt de travail. Voilà, donc Catherine Papin, qui est assistante sociale à la CARSAT, va vous en dire un petit peu plus. Voilà, donc on se nomme effectivement assistante sociale de la CARSAT, mais on se nomme plus souvent assistante sociale assurance maladie, en fait, globalement. Sachant que la CARSAT, c'est Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, et que finalement, on travaille à 90% sur une population de personnes qui sont en situation d'arrêt de travail prolongé. Donc, on est 12 sur le département, pour vous situer un peu géographiquement. On est logé par les CPAM et notamment à l'UC, et nous faisons des permanences éclatées sur tout le département, donc au plus proche des populations. Notre activité principale, c'est effectivement un peu la suite de ce qu'a dit le docteur Texera, justement, c'est la mobilisation des assurés. Alors que ce soit, déjà dans un premier temps, on peut intervenir à titre d'information plutôt ponctuelle, on va dire, sur tout ce qui est autour de l'arrêt de travail et les annexes de droit qu'il peut y avoir autour. Mais c'est aussi quelquefois une redéfinition de la stabilisation, de la consolidation,
de l'invalidité, etc., de l'incapacité également. Resituer un peu toutes ces définitions-là auprès des gens et donner un peu du sens aux prestations, et notamment à quoi sert un arrêt de travail. Ça fait partie du lot des informations qu'on peut être à même de donner. Ensuite, on est donc bien sûr sur de la mobilisation. Alors, pour aviser plus éloigné effectivement sur leur avenir professionnel, mais ça peut être aussi une mobilisation vers le soin quand on sent qu'il y a, entre guillemets, un relâchement ou qu'il ne s'est pas suffisamment inscrit dans une temporalité pour justement essayer de faire que les choses soient dans une suite et que la personne ne se démobilise pas, justement. Parce que l'arrêt de travail, c'est des fois aussi synonyme de perte de confiance en soi, etc., quand ça dure trop longtemps. Et donc, on veille un petit peu à tout ça et surtout, on essaie de lever les obstacles qui peuvent être un frein à un avancement, en tout cas, de la situation personnelle de la personne et professionnelle d'ailleurs. Donc, notre axe de travail est sur le maintien dans l'emploi aussi, du coup, d'essayer de repérer là où on peut avoir encore une marge de manœuvre à pouvoir reprendre son activité professionnelle antérieure. Et tout ça en collaboration avec la médecine du travail. Donc, on est aussi pourvoyeur de susurrer, on va dire, aux assurés de faire une visite de pré-reprise. Donc, ça, en général, ça fait quasiment partie de tous les entretiens qu'on a sur une orientation au bon moment, on va dire, en tout cas, d'une visite de pré-reprise pour pouvoir laisser le temps suffisant, justement, pour pouvoir après retravailler sur l'étude de poste, prendre l'avis et se concerter avec le médecin du travail, justement, pour savoir ce qu'il en est de la situation professionnelle. Et à défaut de pouvoir travailler sur un maintien dans l'emploi, puisque bien sûr, il y a des situations où ce n'est pas possible, dans ces cas-là, on est amené à travailler aussi sur un projet de reconversion qui peut passer par justement faire un bilan de compétences. D'ailleurs, peut-être vous avez déjà été sollicité pour remplir un formulaire pour une autorisation justement à pouvoir aller vers un bilan de compétences justement pendant l'arrêt de travail. Et donc, ça, c'est pour élaborer un nouveau projet professionnel. Donc, l'idée, je reviens sur totalement ce qu'a dit le docteur Sophia Texera, c'est la précocité. Tout ce qu'on peut bâtir, c'est effectivement pendant l'arrêt, mais au plus précoce possible. Donc, on est très satisfait quand on a des signalements, entre guillemets, qui nous arrivent tôt. Alors, on a plusieurs modes de signalement. Ça peut être par les médecins conseils, par les médecins traitants aussi également, les médecins du travail également. Et on a aussi des requêtages qui font qu'on fait du phoning, en fait, auprès des personnes qui sont en situation d'arrêt. En tout cas, depuis le Covid, un peu plus de phoning. Sinon, avant, on faisait des réunions d'information collective. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de pouvoir mobiliser les gens, leur donner toutes les informations nécessaires en collaboration avec le plus possible de partenaires, en tout cas sur le terrain, de façon à ce qu'on ait un avis concerté et aussi une cohésion dans les informations qu'on leur donne. Parce que, comme vous disiez, Dr Lang, les gens entendent effectivement beaucoup de choses et on passe beaucoup de temps à essayer de rectifier en fait, les informations du terrain qui vont dans tous les sens. Donc, c'est hyper important pour eux qu'on ait à peu près tous le même discours, je pense. Pour notre crédibilité à tous, je pense déjà globalement, mais aussi pour éviter des impairs dans des orientations qui ne sont pas forcément toujours bonnes. Donc, après, on est aussi sur la notion de MDE, j'avais un peu oublié, effectivement aussi, c'est les modes de signalement, mais c'est aussi le travail en collaboration avec Cap Emploi, justement, sur tout ce qui concerne le retour à l'emploi. Voilà. J'ai activé mon micro, voilà. Donc, merci pour ces précisions, Catherine. Et de la même manière que tout à l'heure, si vous avez des questions à poser concernant le service social de la CARSAT, à vous. Une question. Par rapport aux indemnités, est-ce qu'elle peut repréciser ou pas pour combien de temps ils ont droit aux indemnités totales et combien de temps ça s'arrête? Alors, la question de l'interne, c'est de savoir, elle voulait savoir, sur le droit des indemnités journalières. Combien de temps le patient va bénéficier de ces indemnités journalières? Voilà. Alors, je peux me permettre de répondre. Vas-y, alors.
Donc oui, les indemnités journalières, donc il y a deux risques en fait. Il y a deux types d'arrêt de travail. Il y a l'arrêt de travail qui dépend du risque maladie. Dans ce cas-là, toute personne, en fonction des droits qui ont été ouverts, a le droit à 360 jours d'indemnité journalière sur 3 ans. Si on arrive à près de 180 jours d'affilée, d'arrêt de travail d'affilée, on va ouvrir un article qu'on appelle un article 324.1 qui fait que là, on passe en longue maladie. Et à partir du moment où on passe en longue maladie, on a maximum 3 ans d'arrêt de travail. L'idée, c'est qu'on évite d'arriver à ces 3 ans d'arrêt de travail. En général, ce qui se passe, c'est quand on arrive aux 3 ans, soit la personne reprend parce que de toute manière, elle a épuisé ses droits, soit la personne est en incapacité de reprendre une activité professionnelle, et dans ce cas-là, on bascule vers l'invalidité. Alors, j'insiste, en arrêt maladie, nous, médecins conseils, on va se prononcer sur la capacité d'une personne à reprendre un travail, pas forcément son travail. C'est une nuance qui est très importante et parfois on est en difficulté avec parfois le médecin du travail parce qu'on n'a pas la même notion. Mais voilà, pour nous, arrêt maladie, ça veut dire que si l'arrêt maladie se termine, en tout cas, c'est que la personne a une capacité à reprendre un travail et pas forcément son travail. D'où l'importance de tout ce qui est prévention de la désinsertion professionnelle en amont. Dès qu'on perçoit une difficulté à reprendre le travail, tout ce travail de lien avec le service social, la médecine du travail est très important parce que si nous, au cours d'un contrôle, on constate qu'en effet, la personne est capable de reprendre un travail, mais pas forcément son travail, du coup, on mettra une fin d'indemnité journalière et ça risque de la mettre en difficulté. Donc, on est bien d'accord qu'au début, on va prendre en considération son activité professionnelle, mais au bout d'un moment, à partir du moment où son état de santé va se stabiliser, soit on considère que la personne est capable de reprendre un travail, dans ce cas-là, on fait une fin d'indemnité journalière, soit elle est dans la capacité de reprendre une activité professionnelle et on s'oriente vers une invalidité. Après, il y a le risque professionnel. Donc, risque professionnel, c'est accident du travail, maladie professionnelle. Donc là, on n'a pas de limite. La limite, c'est la consolidation. La consolidation, c'est défini par un état de santé qui s'est stabilisé et par exemple, qui a besoin d'un traitement ou de soins d'entretien, juste pour pas que l'état s'aggrave, en fait. Ça peut être un problème de dos qui a besoin de kiné tout simplement de temps en temps, voilà, ou un traitement pour éviter la douleur, voilà. Mais à partir du moment où l'état de santé se stabilise, on est sur une phase de consolidation. Alors, la consolidation, à partir du moment où on arrive à la consolidation, donc, on vous demande souvent de remplir les certificats médicaux finaux, où vous devez décrire les séquelles qui persistent. En fonction des séquelles, nous, on se réfère à un barème et on attribue ou pas un taux d'incapacité. Ce taux d'incapacité est complètement différent de l'invalidité. Ce sont deux notions complètement différentes. Ce taux d'incapacité qu'on va attribuer dans le cadre d'un risque professionnel, s'il est inférieur à 10%, c'est un capital qui est versé. C'est-à-dire qu'on verse une somme qui est forfaitaire. Si ce taux est supérieur à 10%, dans ces cas-là, la personne touchera une rente. Forcément, plus le taux est important, plus la rente sera importante. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on fait la consolidation, il n'y a plus d'indemnité journalière derrière. Donc, par exemple, une personne qui a un canal carpien, qu'on consolide, et pour qui on met un taux de 12%, parce que par rapport au barème qu'on a, le taux de 12% se justifie. Elle va toucher une rente, en effet, mais cette rente ne va pas lui permettre de vivre, contrairement à une invalidité. Là, on est dans le risque maladie sur l'invalidité. Et donc, il est très important vraiment de préparer, j'insiste, les personnes sur justement de les orienter le plus rapidement possible vers la médecine du travail, le service social, pour préparer justement la reprise du travail, même si elles sont encore dans une démarche de soins. Parce que dans le cadre des risques professionnels, alors certes, il y a un avantage sur les indemnités journalières pendant la période de l'arrêt,
Mais quand on consolide, c'est beaucoup plus brutal que pour le risque maladie. Et si la personne, elle a juste un taux de 12%, alors certes, elle va toucher une rente, mais la rente qui va être de 50 € par mois lui permettra certainement pas de vivre, surtout si elle est licenciée derrière. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment nous signaler ou en tout cas orienter le plus rapidement possible les personnes vers le service social et vers la médecine du travail, vraiment pour les préparer pour après, parce que ça a un impact financier vraiment pour elles derrière, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par rapport au droit? C'est le terme droit en fait que j'entends souvent. En fait, c'est plus je vous fais partager un peu l'expérience que j'ai à travers les assurés, mais aussi quelquefois portée par d'autres personnes autour d'eux. Quand effectivement le droit, en fait, moi je détermine comme ça les choses pour que ce soit plus clair pour les gens justement. C'est en tout cas pour ce qui concerne l'arrêt maladie, parce que là, Sophia a bien détaillé sur le risque professionnel, mais le droit est administratif en fait sur l'arrêt maladie. 3 ans, oui, c'est un droit administratif. Sophia, tu me coupes si je ne suis pas tout à fait dans la bonne lignée, mais donc le droit, il est administratif. Et après, il y a le droit médical. Moi, je dis comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait toujours de soins actifs qui permettent de penser, parce que ce n'est pas un systématique 3 ans. C'est un droit administratif, on peut aller jusqu'aux 3 ans, mais c'est vraiment le soin actif qui est autour de ça et qui permet effectivement de justifier que l'arrêt continue ou pas. Et le soin actif, ça veut dire qu'on a encore espoir qu'il y ait une amélioration de la situation par des soins, par une thérapie quelconque, mais voilà, c'est vraiment la notion hyper importante à retenir dans l'arrêt de travail maladie en tout cas. Je rejoins en fait avec le risque AT-MP, puisque la consolidation, c'est une stabilisation. Mais il n'empêche que c'est surtout ça. C'est pas tellement, il n'y a pas de droit en soi. Enfin, il y en a un, mais le fonctionnement est vraiment autour de l'aspect médical. C'est ça le primordial dans un arrêt de travail. Oui, c'est exactement ça. C'est un droit administratif qui est ouvert, mais comme le disait Catherine Papin, voilà, en accident du travail, ça sera la notion de consolidation, mais en maladie, c'est la notion de stabilisation. À partir du moment où l'État est stabilisé, que ce soit en risque maladie ou en risque professionnel, soit il peut reprendre le travail, son travail, soit il peut reprendre un travail, mais ou pas du tout, mais l'arrêt de travail se termine à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment une notion médicale qui intervient à ce moment-là. Vous avez bien répondu à votre question? Les indemnités journalières dans l'arrêt maladie, elles diminuent en fonction du temps. Au bout d'un an, etc., elles sont quand même moins importantes. Ou non, c'est tout le temps les mêmes indemnités. Oui, en effet, les indemnités journalières, elles varient en fonction de la durée. Je crois, alors je vais vous dire des bêtises parce que je les ai plus en tête, mais je crois que pour l'accident du travail, on augmente progressivement à près de 80% du salaire, et par contre pour l'arrêt maladie, à partir du 6e mois, on diminue, je crois, quasiment 50% des indemnités journalières. Non, c'est 50%. Non, pardon, excusez-moi. C'est 50% du salaire brut. Dès l'instant où on est en arrêt maladie, 50% du salaire brut de façon continue. Une vision à 6 mois, mais qui va se jouer sur quelques centimes d'euros, on va dire. Donc, ça ne va pas bouger. Par contre, sur l'arrêt, le risque AT-MP, c'est 60% et 80% du salaire brut après sur tous les jours qui suivent, et c'est continu. Le montant ne changera pas. Alors après, il y a des salariés après en maladie qui ont des mutuelles qui peuvent combler et qui peuvent faire le maintien de salaire. Tout à fait. Donc là, après, il y a des jeux subtils. Les mutuelles, et il y a les prévoyances d'entreprise aussi. Oui, c'est surtout les prévoyances en fait, c'est plus que les mutuelles, mais des fois c'est les mêmes. En fait, la mutuelle et la prévoyance, ça a le même. J'attire juste votre attention sur le fait que pour les médecins traitants, quand vous avez des salariés de la fonction publique, c'est un petit peu différent. Oui, c'est vrai. Très bien, donc on va passer à la partie
partie suivante où ensuite ce sera Cap Emploi qui interviendra après qu'on ait vu la partie du film les concernant. L'AGEFIP et Cap Emploi s'occupent spécifiquement des situations de handicap. Cap Emploi analyse la situation avec les services de santé au travail, conseille l'employeur et la personne, et les accompagne vers une solution adaptée, par exemple l'aménagement de la situation de travail. L'AGEFIP propose informations, prestations et aide au titre de la compensation du handicap. Elle peut notamment financer les aménagements techniques ou organisationnels. Salariés. Voilà, donc Johan, c'est à vous la parole pour préciser un petit peu tout ça et l'aide que vous pouvez apporter. Oui, très bien. Donc pour présenter rapidement Cap Emploi, donc nous sommes un organisme de placement spécialisé qui intervenons, donc, comme le précise très bien la vidéo, sur le public en situation de handicap. Donc quand nous parlons de handicap, nous parlons bien de tout type de handicap, que ce soit moteur, sensoriel, mental, psychique ou cognitif. Et nous intervenons du coup sur le public de ce qu'on appelle bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc ce sont les personnes qui possèdent une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, par exemple, ou une pension d'invalidité, première catégorie ou deuxième catégorie, ou bien du coup, comme le précisait Mme Texera tout à l'heure, les personnes qui ont subi un accident du travail ou une maladie professionnelle avec un taux d'incapacité supérieur à 10%. Voilà en majorité du coup le type de public que nous pouvons accompagner. Et nous pouvons accompagner ce public-là du coup sur deux volets différents, à la fois l'insertion, l'accompagnement vers l'emploi, et à la fois l'accompagnement dans l'emploi, donc du coup sur le côté maintien dans l'emploi et sur le côté aussi maintien de l'employabilité, où malheureusement des fois le salarié en question ne peut plus reprendre sur son poste et on doit travailler aussi la reconversion professionnelle en lien du coup avec le médecin du travail, avec les assistantes sociales de la CPAM et vous aussi le médecin traitant. Et donc voilà, pour reprendre un petit peu on va dire nos possibilités d'accompagnement de notre côté, je vais vous présenter un petit exemple d'une situation sur un salarié que l'on a pu accompagner qui était salarié d'une entreprise sur le secteur de Châteauneuf-en-Thymerais. C'était un salarié qui était en arrêt depuis plusieurs mois, pour lequel il y avait une pathologie motrice, et donc qui est venu frapper à la porte de Cap Emploi après avoir obtenu sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu'il avait effectuée avec son médecin traitant. Et donc, du coup, nous avons pu un petit peu échanger sur sa situation. Et dans un premier temps, nous sommes d'abord rapprochés du médecin du travail en demandant, comme on en parlait tout à l'heure, une visite de pré-reprise pour connaître un petit peu les restrictions médicales de ce salarié en vue d'une future reprise. Et donc, avec ces restrictions médicales, une fois connues, nous avons pu mettre en place, en partenariat avec les assistantes sociales de la CPAM, ce qu'on appelle un essai encadré, où vous êtes aussi sollicité pour cette prestation-là. L'essai encadré, c'est permettre au salarié de retourner sur son poste de travail pendant son arrêt afin de se tester, entre guillemets, en vue d'une éventuelle reprise. Et cet essai encadré-là a aussi permis, de mon côté, de réaliser ce qu'on appelle l'étude de poste du salarié, où j'ai pu accompagner le salarié sur plusieurs demi-journées afin de pouvoir étudier son poste, connaître un petit peu et voir un petit peu quelles sont ses problématiques, ses difficultés rencontrées sur son activité. Et donc, à cela, j'ai pu émettre des préconisations qui ont été vues et validées par le médecin du travail. Et ensuite, nous avons pu nous attacher justement à les mettre en place entre la période de l'essai encadré et la période de la reprise pour que le salarié puisse bénéficier de ces aménagements de poste à sa reprise directement. Et donc, du coup, favoriser de ce côté-là le maintien dans l'emploi. Donc, pour cela, du coup, c'était un aménagement qui était essentiellement technique. Donc, nous avons fait une recherche de fournisseurs en compagnie aussi de l'entreprise. Nous avons pu mettre en place un essai du matériel, etc., dès la reprise du salarié pour qu'il puisse justement bénéficier du matériel. Et ensuite, spécificité du handicap, nous pouvons solliciter un organisme qui s'appelle l'AGEFIP pour le secteur privé et qui s'appelle le FIPHFP pour la fonction publique, dans le but que l'employeur puisse obtenir une aide financière pour permettre aux salariés d'avoir du matériel adapté. Et donc, pour pouvoir solliciter ces deux organismes-là, nous constituons un dossier qui est assez administratif avec différentes pièces et nous l'envoyons, nous, en justifiant de la situation,
auprès de l'AGFIP ou auprès du FIPHFP, pour qu'ensuite, du coup, le dossier soit validé et que l'employeur puisse passer commande du matériel de manière définitive et ensuite le salarié obtenir le matériel adapté de manière définitive sur son poste pour pérenniser son maintien dans l'emploi. Et donc après, nous, de notre côté, une fois que c'est validé, on ne lâche pas le salarié comme ça. On prend contact régulièrement avec lui et notamment 6 mois après son maintien dans l'emploi pour vraiment s'assurer que du coup, les préconisations ont été mises en place, qu'elles sont durables et que du coup, le salarié puisse continuer son activité de manière adaptée. Donc, pour revenir un petit peu sur les aides financières qui sont précisées dans la vidéo, il y a plusieurs types d'aides financières qui sont possibles. Il y a des aides financières qui sont disponibles pour les personnes directement, donc que ce soit les salariés ou les demandeurs d'emploi. Sur les aides individuelles, je pense par exemple aux aides peu connues, mais qu'on peut mobiliser, par exemple pour les prothèses auditives. Des personnes qui sont déficientes auditives peuvent bénéficier d'une aide de l'AGFIP pour les aider à financer leur appareillage auditif. Et ça, c'est une aide aussi importante, surtout quand on connaît le prix de ces appareils-là. Donc, je pense à ça, par exemple, en aide individuelle. Il y a aussi des aides au déplacement. Par exemple, un salarié qui, du fait de sa pathologie, par exemple, je pense au handicap visuel, n'est plus en capacité de prendre la voiture pour aller à son travail. Nous pouvons mettre en place une aide au déplacement via, par exemple, un taxi qui pourra l'emmener jusqu'à son poste de travail pour qu'il puisse, du coup, effectuer ses tâches pour lesquelles son handicap ne pose pas forcément de difficultés. Et en autre partie, il y a les aides qu'on peut faire bénéficier aux employeurs pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que l'employeur bénéficie d'aides financières pour financer le matériel adapté et ensuite le salarié, lui, bénéficier de matériel adapté pour pouvoir continuer son activité. Voilà pour nous. Très bien, écoutez, ça me paraissait très clair. Ça n'empêche que si vous avez des questions à poser ou des précisions à souhaiter, il faudra simplement activer votre micro avant de prendre la parole. Oui, Dr Lang, j'aimerais savoir, là, c'est très beau votre parcours et félicitations. J'aimerais savoir combien de temps ça prend, parce qu'en attendant, le salarié est en arrêt de travail, je suppose, et donc nous, on est obligé de prolonger les arrêts, et ça peut durer des mois, des mois et des mois et des mois. Ah non, laisser encadrer, ça ne dure pas des mois. Non, mais la mise en place de tout ce qui vient d'être décrit là. Effectivement, du coup, laisser encadrer, voilà, il dure, donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, Catherine, vous me rattrapez, c'est 6 demi-journées, donc 3 jours au maximum. C'est 14 jours maintenant. Ah, ça a évolué. 14 jours renouvelables, 14 jours. D'accord, ok. Ah, ça a changé. Oui, donc, mais ça peut se faire très rapidement, effectivement, quand même. Mais ça demande un gros travail avant. Ce n'est pas tant le laisser encadrer en lui-même. Hein. On est d'accord, Johan, c'est tout le travail de préparation avec le travail, le médecin du travail. Enfin, voilà, il y a tout un travail de base à faire, de préparation. Il y a la préparation parce qu'en fait, il faut la signature du médecin conseil, du médecin traitant, du médecin du travail et puis l'accord de l'assistante sociale, enfin de la CPAM. Bon, ça, je dirais une quinzaine de jours, hein, pas plus que ça. Hein, quand même. Mais quand c'est bien synchronisé, maintenant avec Internet, ça marche bien. Oui, on peut aller assez rapidement là-dessus. Après, effectivement, Dr Lang, pour tout ce qui est question de mise en place des préconisations, etc., j'ai envie de dire ça dépend de l'aménagement. Il y a des aménagements qui peuvent aller assez rapidement. Je pense par exemple quand on est sur plutôt de l'aménagement de postes administratifs, où là pour le coup on arrive à avoir des fournisseurs assez réactifs qui peuvent mettre à l'essai rapidement du matériel. Je pense à des souliers adaptés, des fauteuils adaptés, tout ce qui peut apporter du confort sur des postes plutôt administratifs. Là du coup on est sur un temps de réactivité assez rapide. Effectivement, après, quand on est plutôt sur des postes assez manuels, avec peut-être de la manutention ou des postes d'industrie où ça demande une réflexion parce que, par exemple, les salariés sont assez polyvalents et peuvent aller sur plusieurs postes à la fois, etc. Et là, ça demande un petit peu plus de réflexion, justement, et le temps de mise en place est plus important. Après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que je ne pourrais pas vous donner de fourchette, on va dire, par rapport à la mise en place de ces préconisations-là. Parce que ça dépend vraiment des fois de la réactivité de l'employeur, ça dépend aussi de la préconisation qu'on doit mettre en place. Vraiment, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu de ce côté-là. Là, par exemple, pour l'exemple,
j'ai envie de dire, on est quand même sur du 4 à 5 mois à partir du moment où je compte la première rencontre avec le salarié et la reprise avec l'essai du matériel et la mise en place. On est vraiment, voilà, quand même, il y a quand même plusieurs mois qui sont passés là. D'où l'intérêt, c'est ça, d'anticiper au maximum, de pouvoir rencontrer le plus tôt possible le salarié, même si des fois on a l'impression qu'il n'est pas forcément prêt pour la reprise, etc. Le rencontrer plus tôt, nous, ça permet vraiment d'anticiper, de prévoir les choses et d'avoir le temps nécessaire pour mobiliser toutes les prestations que l'on a à notre disposition pour pouvoir aider le salarié à se maintenir dans son emploi. En fait, un assuré qui est en soins actifs, ça ne nous gêne absolument pas. Au contraire, en fait, c'est après de jauger le bon moment pour placer une visite de pré-reprise, par exemple, mais elle peut très bien se passer encore dans des périodes de soins actifs, tout en laissant le temps justement à une organisation. Enfin, moi, je pense à une situation lambda, hein, je n'ai même pas d'exemple là, forcément, mais on a tous eu de ce genre-là. Quelqu'un qui a une problématique d'épaule, qui se fait opérer de l'épaule, par exemple, et qui travaille sur chaîne. Je dirais que d'emblée, au bout de 2 mois d'arrêt, on sait qu'il va se faire opérer, ou même s'il ne se fait pas opérer, de toute façon, vu au point de la problématique qui a été diagnostiquée au niveau de son épaule, on sait que le travail sur chaîne, ça va être très compliqué. Donc, on peut déjà anticiper, je dirais, au bout de 2 ou 3 mois d'arrêt, sur le fait qu'il y aura une problématique à la reprise. Et ça, c'est le premier critère, c'est le seul à retenir, je dirais, d'une manière générale pour tout le monde. C'est ça qui doit être détenteur d'un signalement, que ce soit vers nous, vers le Sistel, si c'est le cas, alors peut-être pas trop tôt non plus sur le Sistel s'il est prévu 1 an d'arrêt, par exemple, mais autant, de toute façon, si vous touchez un de nos partenaires, à un moment donné, ça reviendra sur la boucle. Si c'est nous, on ira vers la médecine du travail, on ira vers Cap Emploi, donc à partir du moment où c'est nécessaire. Donc, si c'est le Sistel, c'est pareil, ça peut revenir aussi sur nous. Enfin, voilà, il y a, je pense, différents moyens, mais dès lors qu'on travaille en coordination, je pense que c'est le meilleur moyen pour servir l'assuré. Sur ce qui a été dit au début, notamment sur le moment de la visite de pré-reprise, qui permet, même si le salarié a le sentiment que c'est beaucoup trop tôt pour envisager de reprendre le travail, c'est pas trop tôt pour que tous les partenaires là, qui sont présents ce soir puissent œuvrer. Et il y a même, peut-être Mme Roll pourra confirmer après derrière, des études qui montrent que dès qu'on implique le salarié le plus tôt possible dans la perspective de sa reprise, ça contribue à diminuer à améliorer la convalescence parce que le salarié est dans une projection qui se construit. C'est évident. Mais tout à fait. Enfin, moi, je peux redonner l'exemple d'une salariée que j'ai vue cette semaine, pour laquelle j'ai appelé Madame Kervé-Adou. Voilà, donc c'est une salariée, elle a 25 ans, elle a une spondylarthrite ankylosante bien douloureuse. Elle est sur un métier d'employé polyvalent dans la restauration rapide, où c'est évident qu'elle ne pourra pas continuer sur ce métier. Ben moi, j'ai tout de suite, je l'ai vu, j'ai pris le temps de discuter avec la salariée. En plus, c'est une salariée qui avait un potentiel intellectuel assez important. Et pour moi, je me suis dit, ben, de toute façon, elle n'est pas à sa place à ce poste et c'est évident qu'elle ne pourra pas continuer dans ce métier. Donc, moi, j'ai tout de suite parlé reconversion professionnelle. J'ai fait la démarche RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé simplifiée, et j'ai tout de suite orienté sur Cap Emploi parce que cette personne, elle doit travailler un autre projet professionnel. Et ben, la salariée qui se pensait fichue, ben, elle est repartie avec une perspective. Et ça me paraît très important. Souvent, les bilans de compétences servent aussi à ça, c'est-à-dire que c'est aussi un moment de leur parcours où ça va les remobiliser, les ressourcer et aussi percevoir justement leurs compétences, celles qui peuvent être transférables sur un autre potentiel emploi. Et du coup, ça crée aussi souvent une dynamique qui, quand elle est placée au bon moment, peut permettre justement la sortie de l'arrêt, optimiser cette sortie d'arrêt avec un projet de formation derrière si c'est nécessaire, ou d'un autre poste tout simplement. Et c'est à mon avis ce qui tient effectivement l'assuré dans une projection sur son avenir surtout. Voilà. Et ce qui est important, c'est que justement, tout ce qui a été mis en place depuis quelques années, c'est qu'on peut travailler un projet professionnel pendant son arrêt de travail. Et ça me paraît important. Voilà, je vous propose que l'on regarde la fin de l'animation qui va synthétiser un petit peu tout ça et après, on aura encore un petit temps à votre disposition. Et aux employeurs,
vous pouvez à tout moment solliciter une visite avec le médecin du travail afin d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Face aux difficultés, faites-vous accompagner. Voilà, donc je pense qu'il n'est pas utile de revenir sur les visites puisqu'on en a déjà pas mal parlé, mais de manière générale, par rapport à tout ce qui vous a été dit, si vous avez des questions ou des réactions, on reste à votre disposition. Alors moi, je voudrais revenir juste sur la réflexion que vous avez faite, docteur Lang, concernant le médecin du travail qui est de mèche avec l'employeur. Alors moi, je voudrais que l'image du médecin du travail, elle change. Et le médecin du travail, c'est un médecin spécialiste au même titre que le dermato, l'allergologue, le rhumato. Et finalement, ben voilà, quand les gens ont une difficulté par rapport à leur travail, ils peuvent s'adresser à leur médecin du travail. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le médecin du travail. Hein. Ce n'est pas moi qui pense ça, hein, ce sont les oui, non, mais témoignent voilà. Les patients et qui sont toujours dans une certaine méfiance. Et voilà, nous, on ne peut que écouter ce qu'ils nous en disent et la crainte qu'ils ont. Hein, mais... Oui, mais peut-être qu'il faut changer un petit peu l'image du médecin du travail. C'est ça que je voulais dire. Sûrement. Mais comme souvent on leur dit que ça passe, qu'on peut voir le médecin du travail en passant par l'employeur, je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi cette notion-là que, en fait, c'est l'employeur qui demande au médecin du travail d'arranger le coup, quoi, en gros. Vous voyez non. Alors voilà. L'impression que me donnent certains patients quand ils parlent de ça, quoi. Alors, en fait, donc, je reviens bien sur la visite occasionnelle à la demande du salarié. Donc, tout au long de son parcours professionnel, un salarié peut toujours demander à rencontrer le médecin du travail et ça leur est dit à chaque visite. D'accord. Okay. Et si le salarié ne veut pas que l'employeur soit au courant de cette visite occasionnelle, on la fait en dehors du temps de travail, sous forme d'un entretien, et il n'y a aucune trace vis-à-vis de l'employeur. D'accord. Pas de document de fin de visite, il n'y a rien. Tant que le salarié ne donne pas son feu vert, ça reste confidentiel. Et c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui courent sous cette forme. Moi, j'ai entendu aussi nombreux salariés qui s'exprimaient comme ça, hein, clairement. On resitue les choses dans les entretiens. Et surtout s'il y a des conflits internes ou des pressions au travail. C'est aussi qu'il y a ça derrière. Et là, je pense qu'il y a une réelle peur, effectivement, d'aborder ces sujets-là auprès des médecins du travail parce que peut-être il y a eu des moments où certains salariés se sont exprimés, ils n'ont pas vu les choses bouger, alors qu'on sait que c'est très compliqué d'ailleurs, hein, le médecin du travail n'a pas tout pouvoir sur ces notions-là, justement, et que c'est très, très compliqué, tout ce qui touche Mais c'est pour ça aussi que dans ces situations de conflit au travail, on en a reparlé cet après-midi avec notre rencontre avec les médecins conseils. Ce qui est important, c'est justement d'être réactif le plus tôt possible parce que plus on va attendre, plus la situation va être enquistée, on sera sur des positions quelque part d'orgueil bien figées et là, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors que si on est au courant d'une situation conflictuelle et le médecin du travail, il connaît la situation des autres salariés de l'entreprise et s'il voit qu'effectivement, il y a ce que j'appelle une organisation pathologique, et ben, on peut, avec l'ergonome et avec le psychologue qui va arriver, on pourra faire des études, parce que vous savez, l'ergonomie, ce n'est pas que le physique, hein, l'ergonome, il étudie aussi l'organisation du travail. Et par ce biais d'une étude très générale sur un service, on peut faire remonter les choses. Donc moi, j'insiste vraiment, tout ce qu'on entend, là, harcèlement moral, bon, je rappelle que alors, tout le monde met harcèlement moral, mais je rappelle que la définition du harcèlement moral, c'est la volonté itérative de vouloir détruire quelqu'un. Hein. Donc, on n'en voit pas tant que ça, des vrais harcèlements moraux. Hein. Mais par contre, des conflits au travail, oui, on en voit beaucoup. Et plus on va être réactif tôt, plus ce sera facile à régler. Je reviens sur la notion de harcèlement moral. Il faut, juste pour les médecins traitants, ne jamais mettre ça sur un certificat médical d'arrêt de travail. Ça peut se retourner contre vous.
Voilà, c'est pas un diagnostic, c'est une définition juridique. Et vous pourriez vous retrouver vraiment en difficulté. Donc, mettre syndrome anxio-dépressif, au moins vous êtes tranquille. Alors, je reprends la parole pour la donner au docteur Rivoal, qui a levé la main pour poser une question. Docteur, c'est à vous. Alors, moi, je vais dire que les choses sont en train de changer quand même sur cette notion de la place du médecin du travail, de la CARSAT, etc., par le fait qu'on apprend maintenant aux internes quand même cette notion de pluridisciplinarité. Ça a changé quand même la donne. Et donc, l'expérience qu'on a, on va mettre en place, nous, ici à VOV, avec l'arrivée d'une permanence du système, va sans doute, nous, dans notre équipe, changer aussi la vision qu'on a de la médecine du travail. Je pense que le fait de pouvoir décentraliser le service de médecine du travail vers des maisons de santé pluridisciplinaires va nous aider, nous, à changer cette image-là et à casser ce fake news de dire le médecin du travail est un salarié du patron, grand patronat et des masses salariales, comme on dit gentiment mais sûrement. Et il faut lutter contre ça. Je pense que l'expérience qu'on va mettre en place et l'évaluation qu'on pourra mettre sur des maisons pluridisciplinaires, on verra qu'il y aura sans doute un changement de paradigme, mais ça me paraît important. Et voilà. Donc, je rappelle, en tant qu'aussi de conseiller ordinal, avec un certificat médical, ça correspond à un certificat identique à coups et blessures. On ne met que ce qu'on sait, que ce qu'on voit, et on ne rapporte pas comme des concierges des potins. C'est là où vous êtes, le médecin est pris au piège de ce truc-là. Il se retrouve au Conseil de l'Ordre. On en a tous les mois un médecin qui, de bonne foi, dit « Ah, il est harcelé au travail ». Non, il n'est pas harcelé au travail. Il dit qu'il y a un problème, mais c'est lui qui dit que. Mais moi, je ne suis pas médecin du travail, je ne suis pas sur place, je ne sais pas ce qui s'y passe. Donc, moi, j'explique ça aux patients. Et c'est la première chose que je dis à mes internes. Faites gaffe quand vous mettez ce propos-là. Et ça, c'est notre rôle, nous, de maître de stage, de rappeler ça à nos internes. Ça évitera aux jeunes médecins de se retrouver devant le Conseil de l'Ordre. Tout à fait, mais je pense que Mme Roll va confirmer que même un médecin du travail ne parle pas de harcèlement moral. Oui, tout à fait. On parle de situation de souffrance au travail, mais jamais de harcèlement moral. Parce que c'est juridique. Si harcèlement ou pas. Voilà. Alors, par contre, le médecin du travail, il a des outils vis-à-vis de l'employeur. Quand on remarque une situation de souffrance au travail, voilà, nous, on a le droit, on est le conseiller de l'employeur pour tout ce qui concerne la santé physique et mentale. Et donc, devant une situation, alors, on a différents grades. Au début, moi, je fonctionne comme ça. Je vais d'abord y aller oralement, mais si je vois que ça ne bouge pas, je peux écrire et je peux vous dire que quand un employeur reçoit une lettre du médecin en disant qu'il y a une situation de souffrance au travail dans tel service et qu'on lui demande de faire en sorte que ça cesse au plus vite et de nous tenir au courant des dispositions prises, ils n'aiment pas trop. Donc, en général, ils sont réactifs après. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? Oui, docteur Lang, il y a peut-être une question sur les certificats qu'on nous demande maintenant de remplir de MDA ou RQTH pour que les salariés aient un accès aux emplois handicapés, si j'ai bien compris. Enfin, ce n'est pas très, très net quand même cette histoire, mais j'ai l'impression qu'on en voit plus qu'avant à remplir. On en a plus à remplir et comme il y a, je ne sais plus combien de pages, là, 13, 14, 15 pages, 20 pages, qu'on met une demi-heure à le faire, c'est très, très chronophage pour nous et on voudrait être sûr que ça soit nécessaire ou indispensable pour que la situation avance. Oui, effectivement, du coup, c'est vrai que le dossier est assez conséquent à remplir. Juste du coup, pour revenir là-dessus, parce que le docteur Roll en parlait tout à l'heure, il y a deux manières de faire cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la MDA dans le 28. Ce n'est pas forcément équivalent dans tous les départements, mais dans le 28, ça se tient. Il y a la procédure qu'on appelle classique, où le salarié ou la personne concernée doit remplir ce fameux dossier de 20 pages avec une partie à remplir par vous, médecin traitant, et une partie à remplir par lui où il doit exprimer ses difficultés ou ses besoins qu'il doit faire ressentir auprès de la MDA.
Et il y a une procédure qu'on appelle simplifiée, que le Dr Roll évoquait tout à l'heure, qui permet du coup de faire un dossier qui est en soi beaucoup plus raccourci, où le médecin du travail se charge justement de remplir la partie médicale. Le salarié, lui, doit remplir une petite partie administrative, mais qui est beaucoup plus légère que sur le dossier classique. Et en plus de cela, on est sur un délai de traitement beaucoup plus rapide auprès de la MDA que pour une procédure classique. Donc, elle a un double avantage, cette procédure-là. Elle est beaucoup plus facile à réaliser et beaucoup plus rapide à être traitée derrière. Donc, effectivement, si vous, de votre côté, médecin traitant, vous sentez que voilà, la personne peut bénéficier de cette reconnaissance-là, qui lui sera utile plus tard, parce que ça, du coup, c'était une deuxième question de votre part, mais effectivement, cette reconnaissance, elle est primordiale dans le sens où si derrière, on doit mobiliser des prestations ou des aides financières pour pouvoir l'aider justement à se maintenir ou à se reconvertir dans l'emploi, on doit avoir ce document-là, que ce soit une reconnaissance, que ce soit une pension d'invalidité ou que ce soit un accident du travail ou une maladie professionnelle avec 10% d'incapacité ou plus. On doit avoir ce document-là pour pouvoir mobiliser toutes ces aides-là. Si on ne l'a pas, on ne pourra pas le faire. Okay. Alors ça, justement, quand on voit les salariés en visite de pré-reprise, voilà, le document de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé simplifié, on le fait à ce moment-là. Alors, il faut quand même peut-être revenir sur la définition de cette reconnaissance travailleur handicapé. En fait, quelque part, schématiquement, ça signifie en fait que la personne ne pourra plus reprendre partiellement ou totalement l'activité qu'elle exerçait avant. Mais il faut savoir que dans ce dossier de 20 pages, justement, oui, c'est assez déplorable parce qu'en fait, ça a toujours été, j'ai connu, ça fait des années que je suis là, des années que j'ai vu des changements dans les documents imprimés qui n'ont jamais été modifiés finalement dans le sens d'une simplification, à part la procédure simplifiée qui est absolument extraordinaire. Mais sinon, le document classique, effectivement, 20 pages. Mais il n'y a pas les 20 pages à remplir. Parce qu'en fait, s'il est demandé seulement la reconnaissance travailleur handicapé, et il ne faut pas cocher tout le reste, parce que en fait, c'est un service qui est complètement obstrué par énormément de demandes qui sont faites, en fait, parce que tout est coché par l'assuré, parce qu'il ne sait pas, en fait, et c'est très peu explicite, en fait, le document à remplir. Et donc, le souci, c'est que ça passe du coup par tous les services pour qu'une décision se fasse. Et finalement, ça met à peu près 10 à 12 mois une réponse par rapport à une demande qui, de base, était seulement sur la notion de reconnaissance travailleur handicapé. Alors qu'une procédure simplifiée, ça met environ 3 mois. Donc, ça met aussi la temporalité sur le fait que même si elle est faite qu'au moment de la visite de pré-reprise, de toute façon, dans tous les cas, elle sera sûrement obtenue beaucoup plus vite qu'une procédure classique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je reviens, c'est sur effectivement la complétude de ce document. Il faut être hyper vigilant parce qu'en fait, il y en a qui demandent l'allocation adulte handicapé alors qu'ils n'en relèveraient pas. Il y a la PCH, ce n'est pas forcément non plus systématiquement. Voilà, on est sur il y a une définition très précise de toutes ces prestations. Et là, la démarche là, de ce dont on parle, nous, on est quand même essentiellement sur la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, la procédure simplifiée, c'est sûrement la formule la plus simple et celle où il y a moins de perturbations dans des demandes qui vont dans tous les sens et qui, finalement, n'ont pas lieu d'être. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour du sujet ou est-ce qu'il y a encore autre chose que vous souhaiteriez que nous précisions? Je pense que non, parce que je vois que les micros sont coupés et restent coupés. Docteur Ivoile a levé la main. Alors, mon interne voulait savoir quel était comment on avait un retour de la médecine du travail quand on fait, par exemple, une demande de pré-reprise. Est-ce que nous, on a un courrier? Est-ce qu'on a une possibilité d'avoir une copie de ce qui va être dit directement? Comment ça pourra se passer pour qu'on puisse être informé de ce qui a été fait à la visite de pré-reprise? Quand, par exemple, on fait une demande de visite de pré-reprise, qu'on demande justement la reconnaissance travailleur handicapé de façon simplifiée, est-ce que le médecin de traitant a ce retour derrière? Alors, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il l'ait systématiquement, mais on pourrait vous répondre. Ce serait pas mal. Oui, je suis d'accord. Parce que quelquefois, on a le patient qui revient, il nous dit « le médecin du travail m'a dit », mais nous, on ne sait pas ce que… Donc, et des fois, on sent que c'est un peu limite, quoi. On a du mal à croire ce que nous dit le patient. Donc, le petit retour me paraît… surtout si nous, on fait un petit courrier,
dans le manuel du savoir-vivre de la Marine nationale, on dit toujours qu'on doit répondre à la personne qui nous envoie le courrier. Je suis d'accord. Voilà. Et on a sûrement à s'améliorer là-dessus. Je suis d'accord. Voilà. De toute façon, on va se voir bientôt sur place. Voilà. C'est bon? Elle n'a plus rien à demander. Allez. Tiens, bonsoir, Calvi. Ce qu'on a dit, on transmettra votre demande en espérant qu'elle soit entendue. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Excusez-moi, j'en profite juste. Je voulais réitérer ma proposition au docteur Rivoal pour intervenir dans la formation des internes. Voilà. N'hésitez pas. C'est que des GEAP. Donc maintenant, et donc sur les GEAP, on est avec Madame Covid qui est venue nous embêter. Elle nous empêche de faire des groupes trop importants. Donc j'ai bien noté tes coordonnées. Et donc ce qu'on fera, c'est que j'ai prévu que les GEAP, c'est des groupes d'enseignement, d'analyse de pratique, où les étudiants reviennent 2 semaines plus tard. Donc si on a une problématique autour du travail, autour des arrêts maladie, je contacterai la Sécu et je me permettrai également, si possible, peut-être de demander à Véronique son avis, s'il a une possibilité d'envoyer un petit message 15 jours plus tard aux internes qui sont réunis à Bob. Voilà. Pourquoi pas. Oui, mais il n'y a aucun problème. Ou si on doit rencontrer les internes, il n'y a pas de souci. Voilà. On pourra peut-être demander à M. David aussi, pourquoi pas. Hein. Et puis à Mme Papa. Pas de souci. Voilà. Et ben voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les participants. Merci aux orateurs, enfin conférenciers, d'avoir détaillé précisément leurs fonctions. Et on espère pouvoir transmettre cette information à l'ensemble de vos confrères au maximum. On va tâcher de mettre la version enregistrée sur Internet via nos sites Internet respectifs et de faire passer l'information. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci.